Femmes du rond-point, documentaire signé Anne Ginsburger. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 Normandie à la suite de ce documentaire qui retrace, vous venez de le voir, l'histoire de femmes gilets jaunes. C'était il y a un an, naissait ce mouvement qui pour certains aujourd'hui est enterré, pour d'autres au contraire il s'est transformé. Où en est-il justement aujourd'hui? Qu'a-t-il révélé de notre société, des gens qui la composent en ville comme dans les territoires ruraux? Le gouvernement a-t-il répondu aux attentes du mouvement Gilets jaunes? Eh bien, nous en parlons ce soir en compagnie de nos invités qui ont souvent vécu de très près ce mouvement. À commencer par vous, Olivier Bruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole des Gilets jaunes dans l'agglomération rouennaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, un député de la majorité En Marche. Vous aviez été, vous, menacé en tant que parlementaire à l'époque, Bruno Kettel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez revenir avec nous sur toute cette période, justement, aujourd'hui, c'était il y a un an. En face de vous, lui aussi est élu maire, cette fois, Valérie Beriot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire communiste de Brionne. Brionne, c'est dans l'Eure. Vous étiez aussi assis auprès du chef de l'État, Emmanuel Macron, lors du grand débat au Grand Bourteroul. C'était la première session. On y reviendra avec vous. Quel souvenir en gardez-vous? On en reparlera justement. Il est commerçant et lui a dû composer avec ce mouvement, notamment les samedis après-midi. Mathieu de Montchalin nous a rejoint également. Bonsoir. Vous êtes libraire, propriétaire de la librairie L'Armitière à Rouen. Et puis vous représentez aussi les vitrines de Rouen. Monsieur de Montchalin, avec vous, on viendra justement sur toute cette période. Il représente de son côté les forces de l'ordre. Yann Bertrand est également avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Vous êtes membre du syndicat Unité SGP Police de Rouen. Et puis, pour finir, il nous observera, mais sera aussi là pour nous éclairer, puisqu'il mène un travail minutieux auprès des Gilets jaunes depuis près d'un an maintenant. Le socio-anthropologue indépendant Alban Raymond est également avec nous ce soir. Merci également d'avoir pris le temps pour venir nous éclairer un peu sur cette période. Un mot tout d'abord sur ce que vous venez de voir, ces femmes qui se sont retrouvées manifestement à travers ce mouvement. Je vais d'abord peut-être commencer par vous, Valérie Beriot. Avez-vous retrouvé dans ce film des femmes que vous auriez pu vous-même rencontrer sur ce fameux rond-point de Brionne où vous vous rendiez très régulièrement, justement? Oui, alors chez nous, le rond-point, c'était le rond-point des Braves. Enfin, il l'avait rebaptisé, c'est le rond-point de la Lune. Et effectivement, j'ai retrouvé des visages, des profils qui m'étaient familiers durant tout ce mouvement. Et en particulier, vous l'avez noté, et Anne Ginsburger l'a noté dans son documentaire, la présence importante de femmes dans ce mouvement. Je pense à Fanny, je pense à Aude, à Brionne, pour ne nommer qu'elles, mais elles étaient évidemment très nombreuses. Et effectivement, je retrouve dans le parcours des femmes que nous avons vues dans le documentaire, celui évidemment très divers, avec des trajectoires différentes, mais une même colère qui s'exprime, une même envie de s'en sortir, de ne plus baisser la tête face évidemment à l'adversité. Bruno Kettel, je vais vous poser la question parce que vous êtes député dans l'Eure, oui. Justement au Grand Bourteroul, dont on va reparler évidemment dans cette émission. Votre rapport aux Gilets jaunes, il a quelquefois été chaotique. Néanmoins, j'imagine que ce documentaire, il vous touche quand vous voyez la situation de Stéphanie aujourd'hui. Mais j'ai été touché avant de voir votre documentaire, si vous me permettez, parce que j'ai fait plus de 15 visites sur les ronds-points au moment de ce phénomène, que je qualifierais celui des Gilets jaunes. Donc oui, bien sûr qu'il y a des situations de détresse, oui, bien sûr que les femmes sont plus en fragilité pour de multiples raisons sur lesquelles on peut revenir. C'est lié à la place de la femme dans la société, à la femme abandonnée, à la femme plus fragile dans le monde du travail, etc. etc. Est-ce que vous avez été surpris de ce qu'elles y ont trouvé, elles? Non, parce que compte tenu de l'activité professionnelle qui était la mienne avant, je dirais, il n'était pas rare de voir des situations de détresse similaires dans le cadre de celle-ci. Maintenant, il y a eu une extériorisation. Je précise que vous étiez avocat. Voilà, il y avait une extériorisation de cette fragilité, de cette détresse qui n'existait pas avant, qu'on ne voyait avant que dans les prétoires. Maintenant, vous parlez de rapports chaotiques. Je vous avoue que quand vous prenez des coups de fusil à pompe chez vous, oui, vous n'avez pas envie d'être aimable avec ces gens-là.
On va y revenir, justement, avant de s'intéresser, on va y revenir. Mais moi, je voudrais aussi le sentiment d'Olivier Bruno. Olivier Bruno, vous êtes gilet jaune. Est-ce que ça vous a semblé fidèle aux femmes que vous connaissez, vous, bien aussi, celles du rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray, par exemple? Oui, tout à fait, oui. On en voit certaines, d'ailleurs, dans le documentaire, notamment ouais. Sonia, je pense à Sonia. Et effectivement, des femmes de tout horizon, des femmes isolées, dans la peine au 15 du mois... si ce n'est pas avant. Et effectivement, en fait, on voit tout l'horizon de ces femmes qui, maintenant, s'extériorisent par le biais de ce mouvement et osent sortir de chez elles alors qu'elles étaient complètement isolées. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, au 17 novembre, la France découvre les Gilets jaunes et une mobilisation d'une ampleur exceptionnel, né sur les réseaux sociaux, principalement à cause du projet du gouvernement de hausse des prix du carburant. La contestation se montre extraordinaire. Péage, rond-point, campagne, ville, les Gilets jaunes sont partout, ou presque. Le ministère de l'Intérieur en comptera 287 700 ce jour-là, pendant que les syndicats de police en signalent 1 300 000. Yann Bertrand, vous êtes policier, vous faites partie du syndicat Unité SGP Police. Est-ce que vous prenez tout de suite la mesure de ce qui se passe ce jour-là, ce 17 novembre? Alors, ce 17 novembre, non. Est-ce qu'on prend la mesure? C'est-à-dire que nous, on s'attend à une manifestation. Ce sont des personnes qui sont là parce que voilà, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a des gens qui viennent manifester contre la hausse des prix du carburant. Donc nous, on ne s'attend pas du tout, finalement, à ce que ça parte et à ce qu'on peut dire ce que ça dégénère, quoi. Parce que là, on est parti sur quelque chose au départ. Voilà, où on s'est dit les gens bloquent les ronds-points, donc nous on nous demande d'intervenir, c'est normal pour s'il y a un trouble à l'ordre public. Et puis on sait comment ça se déroule. Et puis aujourd'hui, on n'est plus du tout sur une revendication où il y a juste des gens mécontents qui viennent parce qu'ils ils sont déçus de ce qui se passe, de la réponse du gouvernement. On est sur des personnes qui viennent pour en découdre. Donc en fait, nous, on s'attendait aujourd'hui, bien sûr. Mais en ce 17 novembre. Mais ça va très vite. Je voudrais juste revenir en ce jour-là, parce que ce jour-là, il est quand même assez extraordinaire en soi quand on voit les images. Si vous avez une manifestation nationale où vous avez 300 000 manifestants, vous allez dire c'est un échec. Là, je ne sais par quelle opération du Saint-Esprit, on parle de formidable succès. Je reprends vos mots de tout à l'heure. Et en fait, c'est de là que tout est parti. Je n'ai pas dit que c'était un succès. Oui, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de monde. Non, c'est ce que vous avez dit. Mais c'est pas. Mais donc maintenant, c'est de là aussi que tout est parti. Il y a eu une forme de tourbillon politique et médiatique, parce qu'il y a eu une forme inattendue de l'expression. C'est ça, exactement. Vous mettez le doigt. Il y a eu une polarisation et un choix de lieux, les péages et les ronds-points, pour toucher des millions de personnes. Mais vous aviez quelques centaines. Je ne dis pas que ça n'a pas de valeur, je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne dis pas qu'il y avait un message, qu'il n'y avait pas un message. Bruno Kettel, il ne faut quand même pas oublier le soutien de la population française, de nos concitoyens, qui a avoisiné les 80%. Oui, mais qui s'est traduit par 2% aux européennes, si on va jouer sur les stats et les... Non, mais je ne suis pas là pour polémiquer. On va évoluer. On a une heure d'émission. En plus, on va se rendre compte. Moi, je voudrais quand même que... Les élections, c'est une autre chose. Pour un mouvement qui se revendique en dehors des partis, c'est normal. Pour le Parti communiste, je comprends que vous disiez ça. Mais maintenant, on n'est pas là pour polémiquer ou autre. Moi, j'essaie juste d'avoir une approche objective. Donc, je disais bien, démarche polarisée et limite nucléarisée sur tous les ronds-points de France et de Navarre. Donc, des millions de Françaises et de Français sont touchés. C'est en cela que le phénomène est exceptionnel. Mais à l'origine du mouvement, vous n'avez pas 3 millions de personnes qui sont vent debout avec un gilet jaune. Mais ça veut c'est en ça que je disais que c'était extraordinaire. C'est parce que cette mobilisation, elle est très différente. Ça ne veut pas dire que le mouvement n'a pas été entendu. Ça ne veut pas dire que le mouvement n'a pas été compris. Je dis juste que c'est une nouvelle forme d'expression d'une colère populaire. Il fallait cette nouvelle forme d'expression, Olivier Bruno. Il fallait changer, tout simplement, pour se faire entendre, le mode de manifestation, par exemple. Écoutez, au début, faut reprendre le début quand même du mouvement. On avait, comme disaient ces messieurs, on avait des revendications. On a toujours ces revendications. On n'a toujours rien obtenu au final, parce que la fameuse prime Macron, on peut plus l'appeler prime gilet jaune qu'autre chose. Et heureusement que finalement le mouvement a existé pour pouvoir permettre à certains citoyens d'obtenir cette prime, qui sera d'ailleurs réitérée sur 2020. Après, le mouvement, effectivement, il a évolué, mais je ne pense pas que vous me voyez avec un fusil à pompe sur les ronds-points. On est bon nombre de gilets jaunes pacifistes encore, qui existent. D'autres personnes se sont greffées, effectivement, peut-être lors de manifestations.
Moi, je me rappelle juste d'une anecdote. Est-ce qu'il y a pas, je vous coupe, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le début du mouvement et ce qu'il est devenu après? Au début, on n'est pas du tout là-dessus. Mais il mute. Il est en pleine mutation et il est en plein renouveau d'ici le 5 décembre. Et concernant, en fait, une convergence de lutte. Après, c'est ce que je vous dis, c'est que... moi, il y a une anecdote quand même principale. Hein. C'est qu'au rond-point des Vaches, ces messieurs les policiers nous sécurisaient. Empêcher justement que l'on soit bousculé. Hein. On nous a roulé dessus, on nous a rentré dedans. C'était ça au début du mouvement aussi. Moi, c'est ça que je voulais rappeler. Et quand vous imaginez, et c'est là qu'il y a une difficulté, mais quand vous imaginez qu'au début du mouvement, ses propres agents de police vous remercient parce que vous prenez le café avec eux, ils vous sécurisent, ils cotisent en vous signifiant que leur propre ministère n'est pas capable de subvenir et de les soutenir sur un rond-point, et que c'est nous qui fournissions le café et les biscuits. Vous voulez dire que ça a changé entre vous? La relation n'est plus la même. Après, les relations ont changé. Alors, les relations ont changé. Alors, effectivement, nous, on a, au niveau des conditions de travail, bon, ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'améliorations qui peuvent être apportées. Maintenant, là, si on reparle du début du mouvement, c'est vrai qu'il y avait des discussions qui s'engageaient avec les Gilets jaunes sur les ronds-points, sans difficulté. Mais parce qu'aussi, les Gilets jaunes, il n'y avait pas eu encore d'affrontement. Et donc, forcément, les Gilets jaunes allaient au contact, enfin, les policiers qui venaient au contact des Gilets jaunes, ils arrivaient à discuter, avec une bonne entente. Et puis, voilà, il y a eu aussi des moments où il y a eu... la première des violences, c'est une violence gouvernementale. Hein. Quand on donne des ordres à des officiers de police, et encore ce week-end, ou le week-end dernier sur Dieppe, excusez-moi du peu, hein, mais je connais votre chanson. On ne joue pas avec un gilet jaune comme avec un ballon de football. Il y a un vrai problème. Bien sûr, il y a un vrai problème dans ce pays, puisqu'on parle de l'outil de maintien de l'ordre en France. Il y a un vrai problème de pilotage. Enfin, on l'a vu ces derniers mois dans la gestion de la crise des gilets jaunes. On l'a vu à l'occasion de certaines affaires malheureuses, comme l'affaire Steve à Nantes cet été. On a véritablement, alors ce ne sont pas les policiers ou les gendarmes qui sont en cause. Moi, je les côtoie à Brionne, ça s'est très bien passé sur le rond-point des Braves. J'ai eu des relations, nous avons eu des relations entre les Gilets jaunes et la gendarmerie. C'est vos administrés en même temps. Mais ce sont mes administrés. Moi, je suis allé les voir dès le 17 novembre, parce que, comme tout un chacun, j'avais entendu beaucoup de choses, comme quoi c'était un mouvement qui était en sous-main dirigé par l'extrême droite ou l'extrême gauche, que sais-je, ou l'ultra-gauche. Et non, il n'y avait pas ça du tout. Il y avait une grande diversité de profils. Moi, j'ai retrouvé des retraités, des actifs, des jeunes, des moins jeunes, des commerçants, des indépendants, des artisans. Et c'était des gens que je connaissais. Des gens qui, pour certains, étaient complètement invisibles, c'est-à-dire en dessous des radars, qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer, de prendre la parole. Ils n'avaient pas l'habitude de manifester, et parmi eux, il y avait ces femmes. Il y avait ces femmes qui trop souvent passent leur tour, trop souvent restent en arrière-plan des manifestations traditionnelles. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que du dialogue, il y en a eu, et moi, j'ai eu en face de moi des interlocuteurs, gilets jaunes, qui étaient des gens responsables. D'ailleurs, j'ai pu, à l'occasion de la venue du président de la République à Grande-Bourteroute au mois de janvier, obtenir du ministre et du préfet qu'ils soient reçus à la mairie de Grande-Bourteroute par un membre du gouvernement. Si ça avait été des huluberlus, je pense qu'on ne les aurait pas, reçus. Il faut rappeler qu'ils ont mis 1 heure à se mettre d'accord entre eux pour constituer leur délégation ce jour-là. Mais il faut avoir cette honnêteté aussi. De dire que pendant 1 heure, ils se sont engueulés entre eux sur la place de la mairie. J'y étais tout autant que toi pour constituer leur délégation parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Vous vous faisiez huer, M. Kettel. Non, mais j'étais présent. Et en fait, on n'est pas des politiciens. Donc, si vous voulez, on se concerte. Mathieu de Montchalin veut dire quelque chose. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que ça a cassé les codes de tout le monde. Voilà. Les codes des manifestations. Nos codes à nous aussi. Nous, les commerçants, des manifestations dans Rouen, on en voit très régulièrement. Tout à fait. Sur plein de sujets différents. Et ça ne pose pas de problème en soi, c'est même la force de la démocratie de permettre la manifestation. Ce que les Gilets jaunes ont changé,
et on ne l'a peut-être pas vu au début, mais en regardant le film, moi je trouve que ce qui frappe, c'est la sincérité des gens. Et le fait qu'il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de plan, de stratégie, de conquête, de quoi que ce soit. Et je pense que c'est ça qui a perturbé tout le monde. Les élus, les participants, les journalistes, les corps intermédiaires. C'est-à-dire que personne ne s'est retrouvé, personne n'a pu se raccrocher aux règles qu'on a habituellement dans la démocratie, dans le fonctionnement de la démocratie, qui nous permettent de s'exprimer, de respecter les autres et au bout d'un moment, d'arriver à négocier pour aboutir à quelque chose. Bon, c'est comme ça, c'est une nouvelle forme d'expression de la démocratie. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier, puisqu'on est au début du débat, la sincérité des gens qui se sont investis au début. Je ne parle pas, quand on parlera tout à l'heure des casseurs en centre-ville, j'aurais probablement un mot différent. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse la différence. Là, je voudrais qu'on revienne au film, et au film, on voit bien la sincérité des femmes. Moi, je voudrais donner la parole à Alban Raymond, justement, qui en a reçu des femmes, j'imagine. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, vous qui les rencontrez assez longuement, vous discutez avec eux depuis déjà un moment, qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, pour notre société, que cette présence si importante des femmes au sein de ce mouvement ? En fait, ça peut s'expliquer assez simplement, parce que la crise des Gilets jaunes, elle vient d'un fait effectivement économique suite à une taxe, mais en fait c'est comme un iceberg, la partie cachée c'est une crise du lien social en amont. Oui. Et les femmes seules sont une des premières victimes, les parents isolés, de ce lien social. Donc c'est un peu sociologiquement, ça peut s'expliquer sociologiquement du fait qu'on les voit à 47, elles sont surreprésentées dans le mouvement des Gilets jaunes. Je voudrais dire, un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté en France quand même. Voilà. Et vous aviez la question qu'a portée Ingrid Levavasseur, qui est celle des femmes seules avec des enfants dont les maris ne payent pas la pension alimentaire, etc., et qui se retrouvent donc en extrême fragilité, compte tenu de multiples facteurs qui expliquent qu'à un moment un phénomène se produisant, elles y trouvent leur place dans l'expression du mal-être du moment. Mais après, moi, je voudrais revenir sur ce que disait M. Berriot tout à l'heure. 15 jours avant le 17 novembre, on recevait sur nos boîtes mail parlementaires des copies d'écran d'appels des fédérations départementales du Front National à manifester le 17 novembre. Je les tiens à votre disposition. Donc ne dites pas que rien n'était organisé. Non, mais je n'ai pas terminé ma phrase. Je n'ai pas terminé ma phrase. Un certain nombre je n'ai pas terminé ma phrase. Finissez et puis M. Berriot vous répond. Je n'ai pas terminé ma phrase. Sur les secteurs du Neubourg et du sud d'Évreux, ce sont les candidats battus du Front National aux élections municipales qui ont piloté les mouvements. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Maintenant, quand M. François Boulot appelle à la convergence des luttes entre l'extrême droite et l'extrême gauche pour 2022, c'est un phénomène qu'il ne faut pas nier. Je ne dis pas qu'il a raison ou tort, je dis juste que ça existe. Maintenant, c'est un phénomène aussi qui a généré une expression publique ou politique de certaines tendances qui étaient cachées ou masquées avant. Mais moi, je dirais tant mieux, dès lors où c'est transparent et ouvert à tous, ça me va bien. Vouloir réduire la grande diversité, l'hétérogénéité de ce mouvement, pas dire que ça n'était pas présent. Dont tout le monde a dit qu'il était protéiforme, dont vous avez dit à juste titre qu'il cassait les codes. Vouloir le rédire à une opération de basse politique, enfin, c'est quand même regarder la réalité avec un prisme particulier. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle est partie aussi des territoires ruraux. Cette colère, comment vous l'expliquez, vous j'imagine qu'il y a la solitude, on l'entend bien, on le voit bien dans le documentaire, elle l'exprime très très bien d'ailleurs, ces femmes. Écoutez, moi je fais référence, même si il faut être très prudent avec cette idée, je fais référence à la France périphérique de Christophe Guilly, qui a bien expliqué dans son ouvrage ce que vivaient les territoires ruraux. Alors, ce n'est pas simplement que les territoires ruraux, c'est aussi les zones périurbaines, les quartiers populaires des grandes villes. Mais il y a une paupérisation généralisée, un sentiment d'abandon. Une colère sourde, souvent. Une colère qui est sourde. Et même si les symptômes sont aujourd'hui apaisés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les ferments sont toujours là. C'est la casse des services publics. Enfin, on a tous vécu les écoles
rurales qui ferment, les villages qui seront maintenant sans perception, comme dans ma commune, mais c'est une réalité. Et c'est un plan aujourd'hui du gouvernement. On a vu la fermeture des services dans les hôpitaux, des maternités comme à Bernay. Enfin, j'ai posé la question à Emmanuel Macron au mois de janvier. Il y avait quand même un signal fort à envoyer à cette France qui se sent abandonnée. Au moins de faire un moratoire sur la fermeture des services de maternité. Aujourd'hui, on voit bien que même pendant le grand débat, on a continué au bulldozer à casser les services publics. La fermeture des lignes SNCF, enfin on pourrait... Lesquelles ? Évidemment, tous les projets... Non, lesquelles ? Quelles lignes de SNCF ont fermé depuis 2 ans et demi ? Les gares. Combien et lesquelles ? Pas les lignes, mais les gares. Déjà on change. C'est plus... mais il faut être honnête quand on s'exprime publiquement devant des téléspectateurs. Je suis honnête. Non, c'est n'importe quoi. Les services dans les gares, Donc quelles lignes ? Monsieur a parlé de lignes qui ferment. Lesquelles ? Il n'y en a pas. Donc première contradiction. Il y a 9000 km de lignes qui sont dans le collimateur. Non, combien ont fermé aujourd'hui ? Vous avez parlé de fermeture de lignes. Non, combien ont fermé fermeture de aujourd'hui ? gare. 0. Je me Vous suis êtes repris. mal exprimé. Oui, je me suis mal exprimé. Fermeture de gare. Mais les lignes. C'est la manipulation linguistique. Non, pas du tout. Non. C'est pas comme ça que la gare de Glossuril, juste à côté de Brionne, elle est fermée. Ça, c'est sûr. Il y a des milliers d'habitants à Glossuril. On ferme les services publics, on laisse les femmes seules ou handicapées, on ferme les services. De quoi vous parlez ? 3 agents. Soyez précis. 3 agents à Wassel, monsieur Kettel. J'étais en relation. Ce qui a permis à ce mouvement-là depuis près de 1 an, c'est de rencontrer énormément de personnes en souffrance, énormément d'associations aussi, et de créer du lien, de créer une solidarité, une fraternité. Ce que vous ne devez pas connaître, à mon avis. Je vous permets pas. Sur ce, mais je vous permets pas, moi. Je suis pas en arrêt maladie depuis 1 an et demi pour battre le trottoir. Bien sûr, mais je savais que vous alliez m'attaquer là-dessus. Je sais que vous alliez m'attaquer là-dessus, mais écoutez, il faut que les gens le sachent aussi que vous êtes en arrêt maladie volontairement pour je ne suis pas en arrêt de maladie, monsieur. C'est vous qui l'avez déclaré. Je ne suis pas en arrêt de maladie, monsieur Kettel. Je vais donner la parole à monsieur Alban Raymond parce qu'il a des choses à dire. Allez-y, vous avez le temps. Le débat de haut vol. On essaye, on essaye. Allez, on continue, on essaye. Monsieur Raymond, vous avez des choses à dire ? Je vous ai entendu. Non, c'est juste une remarque quand vous posez la question de savoir pourquoi c'est parti en majeur des territoires ruraux. C'est aussi parce que la crise des Gilets jaunes est aussi une crise de l'État-providence. Et dans les territoires... C'est-à-dire, expliquez-nous ça. L'État a une fonction aussi de garant du lien social, de la qualité du lien social. Et sans aller dans les détails techniques, c'est-à-dire que si l'État n'est plus là pour garantir la qualité du lien social, par la justice, etc., il y a crise. Et les Gilets jaunes, c'est une crise, évidemment, du pouvoir d'achat, mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. En fait, les Gilets jaunes, ils sont apparus il y a presque 1 an maintenant, mais le phénomène social s'est construit bien en amont. C'est juste l'étincelle. C'est le trop-plein, vous voulez dire aussi peut-être. C'est le trop-plein, c'est la circonstance, les circonstances économiques qui ont fait que les gens ont décidé de prendre la parole. Voilà. Alors, on a parlé du début du mouvement. Il y a quand même un week-end qui a marqué un peu une transformation dans le mouvement. Olivier Boriot, c'est le premier week-end de décembre. Ce premier week-end de décembre, on voit des images, notamment à Paris, qui en choquent certains. D'ailleurs, elles le disent, les dames, dans le documentaire, à un moment donné, elles disent qu'il y a de la peur, il y a du doute qui s'installe, parce que les revendications, par exemple, sur les Champs-Élysées, ou alors le Fouquet qui se retrouve détruit, ça ne correspond plus du tout, en fait, ou en tout cas dans la manière à ce qu'elles veulent faire savoir, en fait, aux autres. Je m'adresse à Yann Bertrand, parce qu'on ne vous a pas encore beaucoup entendu. Vous êtes policier. Quand vous voyez ces images sur la tombe du soldat inconnu à Paris ou encore la destruction du Fouquet, tout ça, en plus, on le vit en direct à la télévision, ce qui est quand même incroyable. Et je dis ça alors que je suis moi-même journaliste. Comment vous réagissez ? Qu'est-ce que vous vous dites, vous, en tant que policier ? Qu'est-ce qu'on se dit en tant que policier ? On se dit que c'est un... Voilà. C'est un échec ou pas ? Quand vous voyez ça à l'image, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, non ? Alors on se demande ce qui se passe forcément, mais nous, en tant que policiers, on est là pour maintenir l'ordre public. Ouais. Et là, on ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait un tel déferlement de violence, en fait. Et là, c'est une manifestation où les participants s'en prennent aux policiers, en fait, et s'en prennent plus. Alors voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de revendications qui... On ne comprend plus trop les revendications, parce qu'en fait, on est sur des manifestations où, clairement,
on vient pour en découdre avec les policiers. Et quand on voit des gilets jaunes qui viennent quand même pour aller mettre, parce que tout à l'heure j'entendais parler de ballons de football, que les gilets jaunes n'étaient pas des ballons de football, je pense qu'on voit quand même beaucoup d'images où on a des groupes de gilets jaunes avec 10 ou 15 autour d'un policier quand ils peuvent l'isoler et qu'ils le frappent. Alors pour quelle raison ? Je ne sais pas, peut-être que monsieur nous expliquera, mais voilà, qui viennent pour en découdre et pour se faire du flic. Je pense que c'est ça le truc en fait. Olivier Bruno, est-ce que vous venez vous faire du flic au début, sur le premier week-end de décembre? Comment vous expliquez ce basculement un peu? Mais écoutez, déjà, la première des violences, il faut reprendre quand même les images qui ont pas été prises à l'antenne. Moi, j'y étais sur place. La première des choses, à Paris, tout à fait. La première des choses, j'ai vu sur la tombe du soldat inconnu, des gilets jaunes faire une barrière justement devant la tombe pour éviter toute dégradation d'éléments extérieurs et de personnes extérieures au mouvement. D'accord. Le Fouquet's, des lacrymogènes, hein, c'est très chaud, c'est inflammable, et des lacrymos en fait qui tombent au gazage et aux premières violences policières qui tombent justement sur l'aventure du Fouquet's. Mais vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait que, vite fait, qu'est-ce qui fait que du mouvement de départ social, où on voit autant de femmes partout, j'ai envie de dire, sur les ronds-points, les péages, etc., partout, sur les zones commerciales, là on arrive sur des symboles comme les Champs-Élysées, comme la tombe du soldat inconnu, avec une violence qui n'a plus rien à voir avec celle du début en fait. Comment vous l'expliquez ce passage? Une réponse aussi policière. J'incombe pas les agents policiers, j'incombe les ordres qui vous sont donnés, les gouvernants, ceux qui sont au-dessus de vous. Quand vous voyez les matraquages, les mutilations, les yeux perdus, les mains mutilées et autres, des femmes qui sont complètement matraquées et traînées de façon vraiment très très virulente sur des femmes, sincèrement, qui n'ont amené en fait aucune violence en premier lieu. Quand vous voyez aussi le nombre de contraventions, parce que la violence, elle n'est pas que physique, elle est psychologique, elle est sociologique. Vous voyez, M. Kittel s'amuse à m'incomber sur un arrêt de maladie. Voilà, cette violence, elle n'est pas que physique. Elle n'est pas que physique. Et bon nombre de personnes dans le mouvement des Gilets jaunes, justement, ont fait marche arrière, ont reculé, ont été moins présents aux manifestations du fait du nombre de contraventions et de violences. Et on va en parler avec Mathieu de Montchalin, parce que Mathieu, vous les avez vécus, vous, ces samedis après-midi où vous avez vos clients qui restent chez vous? Dans le centre-ville de Rouen, les manifestations violentes, les manifestations, elles ont commencé le 22 décembre. Sur les premières semaines, ça ne se passait pas à l'intérieur de Rouen. Enfin, pas dans le centre-ville. Ça se passait sur les ronds-points, ça se passait à Barentin. Et voilà. À Tourville-la-Rivière. Globalement, si vous voulez, sur les premières semaines, nous, on a suivi ça. Les commerçants rouennais, on a suivi ça à la télé, probablement, comme tout le monde. Et puis, sans vraiment peut-être mesurer à quel point il y avait quelque chose de profond et quelque chose qui allait durer. Quand la manifestation a commencé en centre-ville, si vous voulez, nous, on n'a pas peur des manifestations. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est je peux comprendre les difficultés et probablement que je ne prends pas parti pour la police, contre la police, mais globalement, quand même, j'ai vu passer des centaines de manifestations dans ma rue, devant mes fenêtres. Elles se sont pratiquement toujours bien passées. Donc, il est possible de manifester en France sans qu'il y ait de violence. Ça moi, c'est un truc auquel je suis assez attaché. C'est-à-dire que la liberté d'expression, la démocratie, c'est aussi la liberté et le respect des autres. Et donc, il est possible de faire toutes les manifestations du monde, y compris tous les samedis, y compris avec les slogans, parce que ça, les mots ne sont pas dangereux. Mais la violence, quand on bascule dans la violence, là, on bascule dans autre chose. Et surtout, et je terminerai là-dessus, sur les commerçants, à partir du moment où on a basculé dans la violence, on a basculé dans une violence envers d'autres personnes qui sont aussi précaires que les gilets jaunes. Les salariés du commerce, vous savez, ils ne sont généralement pas payés 5 fois le SMIC. Ils ont généralement, eux aussi, énormément de routes à faire. Il est très rare qu'ils habitent en centre-ville. Ils en ont rarement les moyens. Et donc, ils sont, eux aussi, finalement, pas très éloignés. Il y a aussi beaucoup de femmes avec enfants en famille monoparentale. Donc, vous retrouvez dans la sociologie des 10 000 salariés du commerce à Rouen, beaucoup de gens qui, intellectuellement, partagent les revendications des Gilets jaunes du départ. La différence, la frontière qui a été franchie, c'est celle de la violence. Et moi, honnêtement... Mais elle n'est pas forcément gilet jaune, c'est ça. Moi, je remercie vos collègues qui nous ont accueillis dans les magasins, qui nous ont accueillis
quand on gaze la rue du Gros Horloge, qui est quand même la rue touristique importante à Rouen. La violence de violence sont faites uniquement des policiers. Non. Là, vous êtes en train, mais arrêtez, vous êtes en train de me dire que les Gilets jaunes sont tous du Front National et sont tous des violents. Mais tout à l'heure, vous en avez parlé. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé. Moi, je ne parle pas de politique. Moi, je ne parle pas de politique. Il y en a, mais par contre, il y en a. L'un après l'autre, parce que sinon, on ne vous entend pas. Pour faire de la politique, moi, je ne fais pas de la politique. Je représente les policiers. Tout à l'heure, on a dit, oui, on peut faire une manifestation sans violence. Début octobre, on a mis 27 000 policiers pour manifester à Paris. Il n'y a pas eu de violence, zéro vitrine cassée. Je pense que vous auriez été vraiment satisfait. C'était comme ça à Rouen. Vous parlez de violence policière, mais quand on parle de la manifestation du mois de décembre, quand on voit la violence des manifestants, il ne faut pas, il y a un moment, il ne faut pas s'étonner s'il y a une réponse violente, parce qu'on n'est plus sur de la manifestation, on est sur des violences urbaines ou des émeutes. Il y a des minorités. On n'est plus sur des manifestations. Et là, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ce ne sont plus des manifestations. Une manifestation, c'est encadré. On sait, il y a un point de départ, un point d'arrivée. Là, c'est une nouvelle forme aussi de maintien de l'ordre, parce qu'en fait, il n'y a pas de parcours. On ne sait pas comment ça va commencer. On ne sait pas comment ça va finir. Ça court dans tous les sens. On se prend, parce que quand vous parlez de violence, on prend des cailloux, on prend des bombes artisanales, des nouvelles sortes de cocktails Molotov avec des engins incendiaires qui viennent exploser au pied des policiers. Donc ça, vous êtes en train de dire que vous n'aviez pas vu ça dans d'autres manifestations, en fait. Comment ? Vous n'aviez pas vu ça dans d'autres manifestations ? Ou à chaque fois, il y a des casseurs, il y a ce phénomène-là aussi. Alors, quand il y a des manifestations dans chaque manifestation aujourd'hui, on voit pas ça dans chaque manifestation, mais c'est la répétition. La répétition, parce qu'à chaque manifestation maintenant, à chaque fois, on va avoir des violences comme celle-ci, et on va toujours, les policiers sont tout le temps pris à partie, avec des engins incendiaires ou des bombes artisanales. Parce que là, tout à l'heure, on parlait de blessés, mais il y a aussi des blessés du côté des policiers. Il n'y a pas que des blessés du côté des Gilets jaunes. On a dénombré 2500 blessés du côté des Gilets jaunes, 1700 blessés du côté des policiers. 1700. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'il y a quand même des policiers, excusez-moi, je termine, des policiers qui sont équipés quand même, qui ont des casques, des jambières, et qui arrivent quand même, 1700, c'est énorme. Et nous, on ne fait pas de publicité de nos blessés, comme les Gilets jaunes sur les réseaux sociaux donnent beaucoup d'indications et font beaucoup d'images. Nous, on ne fait pas de publicité, mais nous aussi, on a des policiers éborgnés, monsieur. Nous aussi, par des engins artisanaux. Un policier qui n'était même pas sur le dispositif à faire du maintien de l'ordre, qui était en train de faire, appelons ça, le service d'ordre, pour encadrer, mais non pas en position de maintien de l'ordre. Et il a été blessé, il est éborgné par un engin artisanal lancé par des manifestants Gilets jaunes. Valérie Boriot, très rapidement, et puis je voudrais qu'on recueille. Oui, enfin, moi, ce qui me gêne un petit peu dans la tournure que prend le débat, c'est que, bon, on voit bien, chacun amène des arguments qui sont tout à fait légitimes. Il n'y a pas une violence moins légitime que l'autre. Il y a des policiers blessés, c'est un fait. Il y a des policiers, des Gilets jaunes qui également ont été mutilés. Il y a des blessés de chaque côté. Moi, ce qui me gêne, s'il te plaît, Bruno, laisse-moi terminer. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est qu'on fasse l'amalgame. C'est-à-dire que tous les Gilets jaunes seraient des casseurs, alors qu'on sait très bien que dans les manifestations, il y a des minorités agissantes, des Black Blocs à Paris, des gens qui veulent en découdre, qui sont des casseurs professionnels, voire occasionnels, mais qui sont des casseurs. Et ça n'a rien à voir avec tous les gens qu'on a vus dans le reportage tout à l'heure, qui sont sincères, vous l'avez dit, oui, mais il faut quand même le répéter, parce que la majorité quand même des gens qui se sont mobilisés, qui ont continué de se mobiliser semaine après semaine, et qui ont manifesté à Rouen et dans d'autres villes de France, ce sont des gens comme tout le monde, et ce ne sont pas des gens qui sont assimilés Gilets jaunes. C'est là que viendra la suite, c'est-à-dire la construction. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut que ça débouche. Alors peut-être que M. Raymond pourra nous éclairer là-dessus, sur la façon dont une structuration d'un mouvement peut se faire. Mais il est clair aujourd'hui que les revendications des Gilets jaunes, les aspirations des Gilets jaunes, les opinions des Gilets jaunes, pour qu'elles s'expriment, il faut qu'elles s'expriment dans le cadre de ce que la démocratie et de ce que la République a prévu pour le faire. Évidemment, et ça, c'est peut-être compliqué pour un mouvement. Il n'y a pas qu'en France, hein. On voit bien qu'il y a un certain nombre de manifestations qui se passent dans certains pays du monde où on dit, le problème c'est, comme il n'y a pas de leader, on n'arrive pas à passer à la phase de structure. On arrive à faire du dégagisme, à dire il faut changer les dirigeants, mais on a beaucoup de mal à construire la suite. Et je pense que c'est ça maintenant l'enjeu des Gilets jaunes, c'est comment
cette pensée ou ces opinions vont se structurer. On va justement en parler, mais avant, je voudrais recueillir l'impression de M. Raymond, justement, sur cette violence. Elle est nécessaire aujourd'hui pour faire passer le message, pour faire comprendre que les Gilets jaunes, aujourd'hui, ont des choses à dire. Selon vous, comment ça se fait qu'on en est arrivé à une telle violence? Alors, moi, je ne peux pas vous répondre si elle est nécessaire. Ce n'est pas mon rôle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il y a une chose qui n'a pas été évoquée, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idéal type gilet jaune, c'est qu'il a une problématique de représentation de l'État. Et les forces de police, les forces de l'ordre représentent l'État. Sont l'État. D'accord. Donc, pour les gilets jaunes, globalement, d'une manière générale, dans les traits généraux, on va dire, il y a toujours des écarts types, évidemment. Les forces de l'ordre représentent l'État. Et comme les gilets jaunes ont une crise de légitimité, remettent en cause la légitimité de l'État, du coup, les forces de l'ordre rapidement sont dedans. C'est-à-dire que la violence des forces de l'ordre est d'autant mal comprise. Alors, pour tenter de répondre justement au message et pour tenter d'essayer de dialoguer avec les Gilets jaunes, le président Emmanuel Macron, il a eu l'idée d'un grand débat public. On s'en souvient tous, parce que ça a commencé. C'était le 15 janvier au Grand Bourteroul. C'était chez vous, hein, Monsieur Kettel. C'est là-bas que la première session a eu lieu. C'était pas anodin, ce choix du chef de l'État de venir chez vous. Pourquoi ? Ça, il faut lui demander. C'est pas aussi parce que vous, justement, vous êtes un peu fait malmener par certains, à l'image d'autres parlementaires. Il voulait venir dans l'heure. Pourquoi il a eu l'idée du Grand Bourteroul parce que le ministre des collectivités locales est élu roi, ça vous a pas échappé? Non, ça je sais, Sébastien Lecornu. Et donc il a demandé 3-4 propositions, et dans ces 3-4 propositions, il y avait la commune de Grand Bourteroul. Le Grand Bourteroul, commune nouvelle en plus, très bien. Ça a duré presque 7 heures, oui. On s'en souvient tous. Oui. On a eu du mal à sortir de ce gymnase, on s'en souvient tous. Pourquoi cette visite du président était importante à ce moment-là, selon vous ? Elle était importante dans le sens où il donnait un signe qui était fort, celui d'aller à la rencontre des élus et des maires au principal. Voilà. Parce que l'objet du grand débat du président de la République, parce qu'il y a eu deux grands débats en parallèle, celui du président de la République avec 13 rencontres à l'échelle nationale et les milliers de réunions organisées par qui il souhaitait, avec élus des cahiers ou non, de doléances, avec les cahiers de doléances dans les et mairies, autres. Et ce qui est important, c'est que le président de la République, il a commencé à le faire avec les retraites, soit dans une démarche de proximité, de dialogue sans filet. Et celles et ceux qui ont assisté à la réunion du 15 janvier à Bourteroul ont pu voir que c'était sans filet. Et ce qui était aussi très important, et ce qui est important pour la suite, c'est qu'on désacralise un peu tout cela. Je m'explique. Moi, je considère qu'en 2017, au moment des présidentielles et législatives, on n'a pas eu de débat. Quelle société on veut, quelle France on veut pour demain. Le débat, il a été confisqué pour de multiples raisons, essentiellement liées aux affaires. Et je pense que le phénomène de l'hiver dernier, il est la résultante de l'absence de débat en juin 2017, d'un point de vue démocratique et politique. Il fallait à un moment que le bouchon de la cocotte saute. Parce que ça fait 20-25 ans qu'il n'y a pas de débat, qu'il y a une société qui se déstructure. La réduction générale des politiques publiques, ça fait 20 ans. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui partait à la retraite, ça fait 20 ans. Et aujourd'hui, on paye les fruits de tout ça. De politiques de droite et de gauche qui se sont succédées, administrées par les hauts fonctionnaires qui, eux, ne changeaient pas alors qu'il y avait des alternances politiques, mais on était toujours dans une même logique. Aujourd'hui, il faut réparer tout cela. Après, vous avez eu un deuxième phénomène, celui de la réurbanisation. On a sorti les gens de la ville pour les emmener à la campagne. À Brioude ou à Bourteroul, on leur a fait acheter un terrain 80 000 euros, mettre dessus une maison de 150 à 200 000 euros, emprunter sur 30 ans, il y a la partie du 1% patronal et dormez tranquille. Et on n'a pas géré le comment on fait fonctionner tout cela sur le territoire national. Et je crois que le phénomène des Gilets jaunes, c'est aussi, si vous ajoutez à cela l'éclatement de la cellule familiale, qui est réel, notamment pour les femmes qui se retrouvent seules et abandonnées. Et tout ça, bout à bout, ou additionné les uns aux autres, tous ces phénomènes ont fait que le couvercle a sauté. Vous adhérez à l'analyse, Olivier Bruno ? Du tout. Parce que la politique gouvernementale que nous vivons depuis l'élection du président Macron a renforcé justement tous ces ballottages. Mais le diagnostic de la campagne, des problèmes dont on n'a pas parlé, etc., est-ce que vous êtes plutôt d'accord sur le principe ou pas ? Non ? Écoutez, non, mais il n'a pas envie d'être d'accord avec moi, hein. quoi que je dise. Non, mais c'est pas ça. De toute façon, le grand débat, j'y ai assisté. C'était soporifique. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher au grand débat et que vous avez partaient. Trouvé ou pas d'ailleurs ? Écoutez, une fameuse délégation pour rencontrer la secrétaire Madame Argon. Voilà, tout à fait. Pour essayer d'échanger, d'amener des solutions concrètes de suite avec des baisses de taxes, une baisse de
de jouer en fait justement sur le carburant, de montrer déjà un premier pas, une première action. Qui n'a jamais été faite. On nous a proposé après en décembre un véhicule écologique. Plusieurs mesures qui ont été annoncées, je vais en donner quelques-unes. La suppression de la hausse de la CSG pour les petites retraites, la prime accordée par les chefs d'entreprise, une baisse de l'impôt de 5 milliards tout de même. Il y a des mesures qui ont été annoncées. Monsieur Doriot, vous êtes resté 7 heures à côté du chef de l'État, mais alors vraiment juste à côté. Non, il n'a pas dormi. On l'a vu. J'ai vu aucun maire dormir. Non, personne. Quel souvenir vous en gardez et surtout quelle analyse, je vais y arriver, vous en tirez aujourd'hui, là, presque un an après? Écoutez, moi, sur la question de ce grand débat, on était, il faut se le rappeler, dans un cycle de grande violence. Moi, je fais une parenthèse, toujours indiqué aux Gilets jaunes que je voyais tous les jours qu'il fallait, pour que leur mouvement dure et soit entendu, qu'ils ne versent pas dans la violence, qu'ils continuent d'être populaires, qu'ils aient le soutien massif de la population. Et on est arrivé, c'est vrai, dans un cycle de violence que tout le monde doit condamner. Sans rechercher de responsabilité précise, hormis ces Black Blocs auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Mais le grand débat, c'était une opportunité de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX de la société, ceux qui étaient vécus, ressentis par tous ceux de nos concitoyens qui ont enfilé ce gilet jaune et tous ceux qui ne l'enfilaient pas, mais qui les soutenaient. Et donc, moi, je voyais cette initiative plutôt d'un bon œil, même si, évidemment, comme beaucoup de mes concitoyens, j'étais très circonspect sur les suites de ce grand débat, sur, évidemment, la traduction politique qui serait faite de ces remontées via les cahiers citoyens. Alors, vous en pensez quoi aujourd'hui, justement ? Moi, ce que j'en pense, c'est que rien n'est réglé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été édictées, comme la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités. Mais ça, j'allais dire, avant 2017, il n'en était pas question. Donc c'est un simple retour en arrière et il n'y a pas de progrès par rapport à ça. Et qui va payer la facture ? Ce sont évidemment la grande masse de ceux qui se révoltent aujourd'hui. On ne va pas faire payer ceux de nos concitoyens qui sont les plus riches. Plus 170 milliards en 2 ans. Plus 22% d'augmentation pour les 500 familles les plus aisées, les plus grandes fortunes de notre pays. On ne sort pas du débat, on est en plein dedans. On est au cœur de ce débat qui est la question du pouvoir d'achat. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes, j'ai été très agréablement surpris de voir qu'à partir de problématiques bien précises sur la colère contre la hausse des carburants, on en est venu à se dire cet argent, il va où ? Il devrait aller à la transition énergétique et de se poser les vraies questions. Vous voulez dire ? Et on se rend compte qu'il n'y va pas. En tout cas, pour une grande partie, il n'y va pas. Et à partir de là, j'ai vu des gens qui ne s'intéressaient pas à la politique, enfin, ils ne faisaient pas de politique, s'y intéressaient, qui faisaient vraiment de la politique, mais au sens noble du terme. Et quand je parlais de la question de la transition écologique, on est en plein dedans. Le mouvement, aujourd'hui, il reprend un nouveau souffle, en tout cas, il se cherche, mais on voit bien, c'est dans la convergence des luttes, la lutte pour sauvegarder la planète et la lutte, évidemment, pour améliorer les fins de mois, que tout va se jouer, parce que la cause... C'est ce qu'on voyait dans le documentaire. C'est le néolibéralisme, c'est ce capitalisme débridé qui abîme tout. Il nous reste 10 minutes d'émission pour se poser la question de savoir ce qui est en train de devenir justement ce mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement a pris plusieurs mesures, on le disait, mais il n'y a pas eu vraiment d'augmentation de pouvoir d'achat, ni de salaire. Je n'ai pas dit qu'il y avait eu une baisse, Monsieur Kettel. C'était juste une question qui commençait pour Monsieur Bruno pour lui demander s'il était satisfait de ce qu'ils avaient obtenu ou pas. Non, loin de là. Il nous manque encore énormément de choses. Je vous dis, des actions concrètes.
on ne fait que reculer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des figures, par exemple, de gilets jaunes partir, ça y est, s'engager dans la politique. Je pense à Ingrid Levavasseur, forcément, qui devient candidate à Louviers. Il y a M. Boulot aussi, qui a écrit un livre qui est au cœur de la plateforme, La Ligne Jaune, vous aussi d'ailleurs. On a le sentiment que, justement, votre mode de communication et votre présence est en train d'évoluer pour entrer dans la politique. On l'a vu aux européennes. Pour entrer dans la politique, on se veut apartisan. On se voulait déjà apartisan. Mais pour occuper une place. Mais écoutez, au niveau des places, quand j'entends tout à l'heure les européennes, ça n'a pas été le choix et la majorité des Gilets jaunes de se présenter sur les listes européennes. Là, par contre, effectivement, après un an de ce mouvement social, il est question de se structurer. Plusieurs collègues de France pensent effectivement à la municipalisation du mouvement. Pour essayer justement d'obtenir démocratiquement quelque chose. Il y avait une assemblée le week-end dernier, tout à fait, des Gilets jaunes. Il semblerait, vous parliez tout à l'heure de convergence de lutte, il semblerait que là, pour le coup, ce soit décidé. Écoutez, sur l'Assemblée des assemblées n'est pas représentative non plus, c'est la difficulté de ce mouvement, on n'est pas représentatif de tous les Gilets jaunes de France. Mais on partirait plutôt vers ça, à votre avis ? Mais beaucoup vont se lancer effectivement dans les prochaines municipales en 2020. Je pense que ça a un impact sur la façon de faire de la politique et même sur la façon dont l'opinion, alors c'est un peu local ce que je vais dire, mais je pense que vos téléspectateurs le comprendront facilement. Regardez la façon dont la population réagit à l'accident de Lubrizol. Je suis persuadé qu'on n'aurait pas réagi de la même façon avant les Gilets jaunes. C'est-à-dire, je pense qu'il y a cette idée aujourd'hui qu'une part du débat doit se passer dans l'opinion, doit se passer dans le public, que ça ne peut pas être uniquement une affaire d'experts et une affaire d'élus. La difficulté pour les élus, parce que les élus, ils doivent protéger quand même le bon fonctionnement de la démocratie et le bon fonctionnement de la République. Mais la difficulté pour les élus, c'est d'arriver à maintenir un fonctionnement efficace de nos institutions, mais en même temps d'être capable d'intégrer des choses que jusqu'à présent, et ce n'est pas une histoire de droite ou de gauche, là je me passe... Non. C'est pas du tout une histoire, ça a aussi mal marché, quels que soient les gouvernements, mais c'est comment fait-on pour intégrer une opinion et une souffrance qui, si on ne l'intègre pas, de toute façon maintenant va nous exploser à la figure. Et finalement, le fait qu'elle ait explosé une fois, ça permet aux gens de se dire c'est finalement possible. C'est possible. Et je pense que c'est ça qui va changer pour les municipales. Mais moi, j'ai envie de vous dire, on peut faire de la politique sans être dans un parti politique. Cette histoire de apartisan, vous devez faire de la politique, mais au sens premier du terme. Vous devez vous présenter aux élections, vous devez rechercher des suffrages, vous devez débattre, présenter vos idées. Les municipales, c'est le bon endroit pour le faire, parce que les municipales, ce n'est pas une histoire de parti politique. Regardez, aujourd'hui, tous les candidats cherchent à se défaire de leur étiquette politique. Donc, c'est la bonne édition pour vous lancer dans la politique. Je vous le confirme. Mais vous savez, tous les partis qui ont soutenu le mouvement de près ou de loin ont lancé la pétition contre la privatisation de l'aéroport de Paris. ADP. Il fallait 4,7 millions de signatures. C'est pas terminé. Ils ne sont pas à 1 million. C'est pas terminé. Il faut dire que le gouvernement il met du sien. C'est pas au gouvernement de faire votre propagande. Là, on sort un peu du débat. Vous ne facilitez pas les choses. Je veux dire par là, on ne va pas vous donner à manger non plus. Il nous reste 5 minutes, messieurs. Je veux juste dire par là que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, quelle que soit la tendance néolibérale ou je ne sais quoi, et simplement républicain et soucieux de garder un minimum de concordance nationale dans le cadre d'une Union européenne qui fluctue, dans le cadre d'un espace mondial où les nationalismes poussent de partout et où les tensions multilatérales sont partout. C'est parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, comment on tient un pays dans le cadre dans un monde qui bouge en permanence. Moi, je voudrais l'avis d'Alban Raymond là-dessus. Est-ce que ça veut dire que les Gilets jaunes, ils auront aussi, ou seulement, je ne sais pas, chacun verra, réussi ça, c'est-à-dire à faire exploser un peu la vie politique classique et son échiquier qu'on connaissait bien, et même ses modes d'expression, parce que par rapport... C'est Emmanuel Macron qui l'a fait. Oui, il me semble. Sans vouloir, il me semble. C'est une question, en fait. Mais on vous répond. Je peux ? Oui. Pour le coup, on est d'accord. C'était pour Monsieur Raymond, en plus. Je sais que vous êtes pressé, je sais que vous avez envie, mais Monsieur Raymond, allez-y.
Oui, le mouvement va durer. Je veux dire en dehors des politiques, ils ne m'ont pas laissé finir, mais en dehors des politiques, en fait. Là, c'est le citoyen qui reprend sa place aussi dans la société. C'est ça que je voulais dire. Ils ont réinventé un nouveau rapport aux politiques. Voilà. Ils sont politisés dans le sens premier du terme, effectivement. Et pour la question parce que la question en amont, c'était l'avenir du mouvement. Merci. Moi, je suis persuadé que le mouvement va durer. Quand on se pose la question de sa présence médiatique, c'est autre chose. Mais il va durer, mais même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que comme la raison n'est pas uniquement économique, mais aussi sociologique au niveau des rapports sociaux, c'est pas une petite question qu'économique. C'est quelque chose qui va aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, je suis en train de me développer dans un livre qui va être finalisé, mais il y a une hypothèse forte derrière tout ça qui fait que les Gilets jaunes ne vont pas être juste, le mouvement ne va pas s'arrêter juste pour des raisons économiques. Il y a d'autres raisons en amont, d'ailleurs, on a bien vu. Il y a le rapport aux politiques, la légitimité de l'État, etc. C'est quelque chose qui ne va pas se terminer comme ça en 30 secondes. Donc, on n'a pas fini de parler des Gilets jaunes, monsieur Raymond, c'est ça que vous voulez nous dire? Oui, ou alors d'autres formes qui vont naître à partir de ce mouvement. C'est ça, c'est ça. C'est pas le label Gilets jaunes. Non. À partir des réseaux sociaux aussi, moi, ça m'intéresse cette question parce que c'est tout à fait en dehors de la vie classique. Quand ce mouvement, il est né sur les réseaux sociaux. C'était la première fois peut-être que c'était à ce point. Ah, tout à fait. Les réseaux sociaux ont été un des facteurs déterminants pour l'existence du mouvement, pour le faire exister. Et pour le faire perdurer? On ne peut pas le nier, c'est évident. Un mot, chacun. C'est la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette époque? Vous avez, 20 secondes chacun. Monsieur Kettel. Un mouvement salutaire en ce qu'il a décloisonné. Il a terminé de décloisonner un pays complètement contracté sur lui-même en termes de repères sociaux, économiques et politiques. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Bruno? Oui. Vous avez décloisonné? Oui, je pense. C'est un mouvement unique. On ne le retirera jamais. Jamais. Il a changé votre vie, ce mouvement, vous, ou pas? Oui. Il m'a ouvert encore plus auprès des autres, même si je l'étais auparavant. Hein, on ne rentre pas dans un mouvement comme ça. Tout le monde a un petit côté militantiste et revendicatif. Monsieur Boriot, 20 secondes. Ce que je retiens de ce mouvement, c'est le maître mot de la fraternité. Enfin, on a vu des gens qui ont trouvé une deuxième famille dans ces ronds-points. Et c'est l'ouverture aux autres. Pouvoir comparer son niveau de vie. Se poser ensemble, collectivement, des questions qu'on se pose tout seul. Donc c'est vraiment, je pense ce qu'il faut retenir, c'est un mouvement complètement inédit, avec une réponse également complètement inédite du pouvoir avec ce grand débat, même si, encore une fois, rien n'est réglé. J'avais dit 20 secondes, monsieur Boriot. Monsieur Raymond. On pourrait dire beaucoup de choses, mais selon moi, le mouvement, c'est la conséquence d'une crise qui monte bien en amont. C'est la partie émergée. C'est ce que vous aviez dit, Mathieu de Montchalin. Pour que ça reste un mouvement populaire, ou pour que ça soit un mouvement populaire, c'est un mouvement qui va devoir apprendre à gérer les limites, et notamment la problématique de la violence. Sans cela, c'est un mouvement qui s'enfoncera. Yann Bertrand. Exactement, je rebondis sur les propos. Voilà, il va falloir se structurer pour changer les modes d'action, peut-être, pour, si vous voulez attirer à nouveau la sympathie de la population et ne pas se tromper de combat, puisque ce n'est pas un combat contre les forces de l'ordre, c'est vraiment un... Enfin voilà, vous avez les revendications. Un combat sociétal, c'est ça que vous voulez dire. Essayer de conserver ceci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir participé. Merci de votre fidélité. La soirée, bien sûr, continue sur France 3. À très bientôt.